Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct, à la radio et à la télévision. On va reparler de cet accident qui est intervenu hier aux alentours de 5h40 du matin sur la route de Combagny entre un bus et un véhicule qui a fait tout de même 8 blessés dont un assez important, 59 enfants dans ce bus. On a avec nous Edmond Soriba, ancien colonel, même si on est toujours colonel, mais ancien colonel des pompiers ici à Mayotte, actuellement à la retraite. Edmond, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes là en tant que consultant pour Kwezi pour nous donner quelques informations sur la manière dont ça se passe. Mais juste avant, si vous êtes d'accord, on va aller rejoindre Nicolas Rupert qui lui est le patron de Matisse et notamment de ce bus qui a été accidenté hier. Nicolas Rupert, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Nicolas, si tôt ce matin. Est-ce que on en sait plus sur ce qui s'est réellement passé hier sur Combagny? Alors j'ai en effet eu l'opportunité d'échanger avec le conducteur qui conduisait mon véhicule. Oui. Dans les circonstances commencent à se dessiner un peu plus nettement. Il semblerait que le conducteur ait dû faire face à un véhicule léger en contresens. Oui. Qu'il a donné un coup de volant à droite de manière à l'éviter et que parallèlement, par manque de chance, le conducteur en face a eu le même réflexe et a donné un coup de volant à gauche. Ils se sont donc retrouvés face à face, cette fois-ci plus sur la route mais sur l'accotement. Et le bus a traîné le véhicule léger sur 25-30 mètres jusque sur un chemin de terre qui était adjacent à la route. Alors, le bilan, Nicolas Rupert, on nous parle de 8 blessés, dont une personne grièvement. Voilà, en effet, il y a 8 blessés. Il y a au total 10 impliqués. Alors, le colonel Soribas, qui je salue au passage, fera une différenciation entre des impliqués et des blessés. Donc, il y a 10 impliqués au total et 8 blessés. D'accord. Au niveau matériel, ce bus, est-ce qu'il était en bon état de marche? Est-ce qu'il était normé? Est-ce que tout allait bien au niveau du bus? Alors le bus ne pouvait qu'être en bon état de marche, étant donné qu'il était neuf. Je l'ai sorti du port de Longoni il y a une semaine. Donc, ah oui, en effet. Il y a une semaine, il était tout neuf. Ouais. Ah oui, effectivement. Donc on imagine que c'est compliqué. On imagine que chez vous, du côté de Matisse, comme chez les pompiers, mais on va en parler dans quelques instants, quand on a ce type d'information, un bus avec 59 gamins à l'intérieur, accidenté, où une voiture vient s'encastrer dessous, on imagine que chez vous, c'est cellule de crise, branle-bas de combat. Oui, en effet, on déploie en effet une cellule de crise chez nous. Jonathan Morel, le responsable d'exploitation de la société, était sur place dans l'heure qui suivait l'accident et a géré en direct les relations avec les secours et les forces de l'ordre. Merci Nicolas Rupert, merci d'avoir fait ce témoignage avec nous. Edmond Soriba, quand on voit sur les images là qui sont derrière nous, c'est effroyable, cette image, elle est effroyable. Une voiture encastrée sous le bus et forcément dans cette voiture il y avait un chauffeur et il faut procéder à la désincarcération. Alors ça veut dire quoi la désincarcération et pourquoi il faut autant de temps? Écoutez, la désincarcération, c'est les techniques qui permettent effectivement d'aller dépiéger une personne qui est coincée dans un véhicule accidenté, puisque bon, un véhicule n'est pas fait pour être accidenté, mais dès lors qu'il l'est, il faut aller la chercher. Et pour aller la chercher, il faut prendre énormément de précautions. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, les véhicules qui circulent avec des airbags et autres, il faut aux pompiers prendre énormément de précautions. Parce qu'on risque de déclencher un airbag, on risque de déclencher des sécurités qui sont installées, et ce qui va compliquer les choses. Découper une voiture, c'est hyper compliqué. Parce que c'est ça la désincarcération, il faut découper la voiture. Il faut couper la voiture complètement, il faut la découper, il faut redonner le volume qu'elle avait initialement, puisque quand elle est dans son volume normal, on va dans une voiture normalement, on s'assoit, on peut sortir sans souci. Dès qu'elle est complètement enroulée, comme c'est le cas, puisque je regarde en même temps les images, il faut commencer à lui redonner son volume initial avant de commencer à découper. Ensuite, il faut prendre énormément de précautions pour découper. Comme je vous le dis, il y a toutes les sécurités qui sont à bord aujourd'hui.
Il y a des voitures, alors je ne pense pas qu'il y en ait à Mayotte, des voitures au gaz. Il y a tous les systèmes de sécurité, airbag et autres, et sur lesquels il faut faire très attention de ne pas découper. Sinon, on peut aggraver la situation. Alors, je pense que dans le cas, je pense que dans le cas présent, les airbags avaient dû se déclencher. Oui, des chances, oui. On le disait à l'instant, effectivement, il faut découper la voiture, mais à l'intérieur, il y a un chauffeur. Et ce chauffeur, Dieu merci, il est en bonne santé, pronostic vital non engagé quand il a été désincarcéré. Mais d'abord, c'est un miracle sur le choc. Mais quand on procède à la désincarcération, voilà, au milieu de cet amas de ferraille, il y a un bonhomme en vie. Tout à fait. Alors, les secours ont évolué ces 20 dernières années. Je me souviens, à l'époque où j'ai débuté chez les sapeurs-pompiers, on sortait une victime d'une voiture accidentée, on la mettait dans l'ambulance et on fonçait à l'hôpital. On s'est rendu compte que ce type de méthode était très dangereuse et en général, on ramenait un mort à l'hôpital. C'est pas le but. Aujourd'hui, c'est l'hôpital qui vient, qui se déplace. Donc, c'est des véhicules du SMUR avec des équipes médicalisées qui viennent sur place. La première des missions de ces équipes-là, c'est de maintenir en vie la victime. Et donc, elles vont faire tous les gestes médicaux pour lui permettre de rester en vie. Et ensuite, on va pouvoir commencer la désincarcération. C'est ça, on ne commence pas la désincarcération tant qu'il n'y a pas le médecin sur place, en tout cas pour tenter de stabiliser l'accidenté. Alors, déjà, la première des choses, on a un sapeur-pompier qu'on appelle l'écureuil, qui, lui, va se glisser dans la voiture, va essayer dans la place qui lui est encore permise, de s'approcher au mieux de la victime et d'essayer déjà de faire les premiers gestes de secours pour voir si, par exemple, la victime n'a pas la tête inclinée de manière à ce qu'elle ne puisse plus respirer. Donc, il va faire certaines choses, ce pompier qu'on appelle l'écureuil. Donc, lui étant déjà sur place, déjà il peut donner des informations à l'extérieur. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, dès que les équipes médicales arrivent, elles se mettent en place sur la victime pour la maintenir en vie. Ensuite, dès que les équipes médicales sont intervenues, on a le temps. La victime est conditionnée pour vivre. On peut l'intuber, on peut la perfuser. Les équipes médicales font tout ce travail magnifique, d'ailleurs dans des conditions très difficiles, et je salue leur travail au passage. Et ensuite, la victime, une fois qu'elle est conditionnée médicalement, on a le temps. On a le temps, il n'y a plus de soucis. Est-ce qu'à Mayotte, on a les mêmes moyens qu'on peut avoir en métropole? Je m'explique. Là, un bus, 59 gamins, Dieu merci, ça s'est plutôt bien passé. Ça aurait pu être dramatique, cet accident. Quand l'information arrive à votre PC, au central, un bus, 59 gamins, un véhicule, ça fait plus le chauffeur, ça fait 61 personnes. Comment ça se passe là? Parce que de suite, il faut compter le nombre d'ambulances, le nombre de camions de pompiers. Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut à Mayotte pour pouvoir réagir dans ce cas de figure? Alors, quand il y a 59 gamins comme il y a et une voiture, là il n'y avait qu'un seul chauffeur, on pourrait dire qu'il pourrait y avoir 4-5 personnes, en gros une soixantaine de personnes. Heureusement, pas tout le monde est blessé gravement. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, dans l'action, les choses se mettent en place dès l'information. C'est l'information qui est la plus importante. Si on nous précise tout de suite qu'il y a énormément de victimes potentielles, les secours vont partir et vont être, appropriés à la demande. Il faut qualifier l'information en fait. Tout à fait, c'est le plus important. C'est le plus important de dire, voilà, dans le bus, il y a 59 gamins, on peut avoir 59 blessés. Et là, ça se complique. Ça se complique, effectivement. Alors, Dieu merci, pas tout le monde sera blessé gravement. Et donc là, on va faire ce qu'on fait habituellement, on va faire un tri. Des choix. On va faire des choix. Le choix, c'est tu as un petit bobo, tu as une égratignure, tu vas t'asseoir là à l'ombre, on va t'asseoir, on va te surveiller, mais voilà, on verra plus tard. Par contre, la victime qui est en arrêt cardiaque, c'est la priorité des priorités. Donc on se met dessus, les équipes médicales se mettent dessus. Et puis pour essayer de donner le maximum de chance. Mais comment ça se passe au sein de la caserne quand l'information arrive? Alors on imagine qu'elle est bien qualifiée, c'est-à-dire que vous êtes au courant qu'il y a 60 personnes, 60 individus impliqués dans cet accident. Il y a quoi? Il y a un camion qui se met en place, sécurité, on essaie de déployer sur place. Ça court partout, j'imagine. Dès que l'information est tombée au centre d'appel du 18, il y a déjà un outil d'aide à la décision avec le
le système d'alerte, qui lui va quantifier en fonction des informations qui sont rentrées le nombre de véhicules à faire partir. Alors, En combien de temps ça se décide ça ? Oh, ça va très très vite. C'est l'histoire de quelques minutes. Ouais. Moins de. Allez, en 3-4 minutes, l'information est donnée. Et oui, parce que chaque minute compte, Edmond, à ce moment-là. Tout à fait, tout à fait. N'oubliez pas qu'une personne qui n'est plus oxygénée normalement, on dit qu'au bout de 4-5 minutes, les chances de survie sont difficiles. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Edmond. Ouais, c'est pour comprendre le travail et la difficulté du travail de désincarcération des sapeurs-pompiers. On me rapporte qu'hier, le bloc moteur a reculé sous l'impact, est rentré dans l'habitacle et a bloqué, a fermé l'accès du passager, a vraiment bloqué les jambes en tout cas, a entravé le passager. Comment est-ce qu'on fait pour retirer un moteur des jambes d'un passager ? Alors, il y a toujours... je pense que les véhicules aujourd'hui sont conçus de manière à préserver les victimes. Donc, même si le bloc moteur a reculé, je pense qu'il existe quand même des chances que les jambes du conducteur ne soient pas prises complètement. Ça peut arriver. Et là, tout le travail devient minutieux. Moi, je me souviens d'une intervention il y a de nombreuses années où, au cours d'une désincarcération, un morceau du tableau de bord en plastique était rentré dans la cuisse du conducteur. Comment on fait ? Si on dégage, on risque une hémorragie. Une hémorragie fémorale, à mon avis, les chances de survie sont minimes. Il a fallu découper avec une scie à métaux et que la scie, le morceau qui était dans la... Alors, en essayant de faire le moins de mal possible à la personne. D'où la durée d'une désincarcération. Tout à fait. Il faut prendre... Je vous dis, dès lors que la victime a été mise en condition et qu'elle est médicalisée, on a le temps. Donc c'est vrai que pour ceux qui attendent, c'est un petit peu compliqué. Mais on a le temps. Ça ne sert à rien de se presser. Donc on va aller doucement pour essayer de faire le moins de mal possible à la victime. On va demander à Sasuke de vous montrer les photos de l'accident et pour que vous puissiez vous avoir une idée en combien de temps vous arrivez à estimer les difficultés que vont avoir les pompiers à désincarcérer quand on voit ce type d'image. Ok, il y a celle-là, on l'a vue. La suivante, Sasuke, regardez, quand on voit ça, de suite j'imagine que ça vous parle. On enchaîne, Sasuke également. Voilà, là, la voiture est déjà découpée, c'est clair, mais ça vous donne déjà une idée. En voyant ces images, de suite, vous comprenez, ça vous parle ? C'est si technique que ça ? Oui, tout à fait. Les sapeurs-pompiers sont formés. Oui. Ils sont formés, on récupère des véhicules à la casse régulièrement, au cours des formations, au cours des manœuvres régulières, de manière à ce qu'on puisse, les mettre en condition. La mise en condition de ces techniques, au coup d'œil, on voit ce qu'il y a à faire. Et au coup d'œil, on sait là où on peut couper et là où on ne doit pas couper. Donc c'est ce qui est important. Et comme je vous dis, ce qui est le plus important, c'est de redonner au véhicule son presque volume initial, de manière à pouvoir sortir la victime dans les meilleures conditions possibles. Sam, quand vous étiez en responsabilité en tant que colonel des pompiers à Mayotte, vous aviez organisé exactement ce type d'exercice. C'était à Longoni, Vallée 2. Oui, on s'en souvient. Vallée 3, pardon. Avec un bus qui percutait un véhicule. C'était grandeur nature. Et vous m'aviez dit à cette époque-là, parce que vous étiez sur place, vous m'aviez dit, c'est histoire de se former en espérant que ça ne se produise jamais. Ça s'est produit hier. Est-ce que la formation a pu servir dans le cas d'hier ? Oui, je pense que la formation a servi. C'est vrai, et je remercie, puisqu'on m'a donné l'occasion à l'époque, la société Matisse, avec qui on avait établi une collaboration des plus parfaites. Et donc, je salue au passage Nicolas qui est passé tout à l'heure, qui faisait partie de l'équipe, avec Jean-Pierre. Et donc, on nous avait mis des bus à disposition. Et moi, après, j'ai quitté mes fonctions. On nous avait réservé un bus et qu'on devait mettre dans un fossé. Avec des grues. Donc c'était un exercice qui était prévu pour se familiariser à ce type d'intervention et savoir comment faire quand malheureusement ça arrive. La peur de mal faire, Edmond, est-ce que ça existe quand on est pompier ? Je précise ma question. Il y a un chauffeur dans cette voiture, il faut le désincarcérer. Situation compliquée. Si on fait une mauvaise manip, il peut mourir. Est-ce que ça, c'est paralysant pour un pompier ou on va au-delà de ça ?
Non, on y pense. Oui. On ne peut pas ne pas y penser. Par contre, la formation est telle qu'il y a, comment dirais-je, la formation et les techniques sont telles que quand on a commencé, c'est fini, qu'on ne pense plus à tout ça. On pense qu'à une chose, c'est lui sauver la vie. Sam, pour conclure très vite. Oui. Lorsque vous étiez en fonction, toujours en tant que colonel, vous aviez dit en inaugurant le centre de formation et la caserne de Kahani, la sécurité n'a pas de prix à Mayotte, elle a le prix que les autorités veulent bien lui donner. Il y avait une pointe d'amertume à l'époque. Aujourd'hui, vous êtes un observateur éclairé de ce qui se passe. Est-ce qu'on a un peu plus donné les moyens de la sécurité à Mayotte ? Écoutez, alors effectivement, c'est une phrase qui m'était chère, et si je l'avais sortie, c'était avec beaucoup d'amertume. Mais je pense que l'évolution des choses s'est faite. Le service incendie que je dirigeais à une époque est devenu un service départemental d'incendie. Et je pense que mon successeur, Colonel Cassou, que je salue au passage, a fait en sorte que le budget augmente. Tout est problème d'argent. Hein. Donc si on vous donne les moyens, on peut faire des choses. Des idées, on en a tous. Par contre, quand on n'a pas de moyens, on ne peut pas faire grand-chose. Donc je pense qu'il a obtenu des moyens et qu'aujourd'hui les choses évoluent. En tout cas, je souhaite que ce service continue à grandir comme il l'a grandi du temps où j'étais aux commandes. J'espère qu'on n'aura pas l'occasion de vous retrouver sur ce plateau parce que vous interviendrez sur Coésie comme on l'a convenu ensemble, Edmond, à chaque fois qu'il y aura un drame où les pompiers, ou un accident de la route où les pompiers doivent intervenir, vous viendrez nous expliquer et on s'appuiera sur votre expérience pour comprendre la situation et ça dans des délais évidemment extrêmement rapides. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Vous avez